Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, le supplément SmackDown. Peut-être que vous m'avez reconnu, c'est Ringside qui vient remplacer Yerem qui est en vacances. Je suis accompagné cette semaine par quelqu'un que vous connaissez bien, le fameux Giscal. Comment ça va Giscal? Salut Ringside, salut tout le monde. Bah ça va bien et toi, comment ça va? Bah, la pêche, la La patate, pêche. Yes. la banane. Alors, on va parler aujourd'hui de SmackDown Live. C'était l'émission du 8 août. Ça se passait à Toronto, au Canada. Mais avant tout, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch, sur iTunes. Vous nous retrouvez aussi sur PodCloud. Sur Twitter, c'est hashtag CatchUpCDC. Et sur Facebook, c'est CatchUpCDC également. C'est parti pour ce SmackDown qui démarre avec un montage vidéo qui présente ce qui s'est passé après SmackDown la semaine dernière. Hmm. On nous rappelle que Nakamura a gagné contre John Cena, mais on apprend que après le match, Baron Corbin est intervenu, il a assommé Nakamura avec sa mallette, le contrat Money in the Bank, et Nakamura a été sauvé par John Cena. John Cena qui est venu mettre Baron Corbin dans la table des commentateurs. Il a fait un petit attitude adjustment, histoire de remettre les pendules à l'heure. Exact. Et c'est Tonton Cena, Super Cena, qui débarque au ring pour démarrer l'émission. Alors, il vient adouber Nakamura, en quelque sorte. Il explique que, effectivement, lui, il s'y croyait. Il se voyait déjà à SummerSlam affronter Jinder Mahal, puisque ça se jouait pour le titre de First Contender face à Nakamura. Mais il s'est rendu compte que Nakamura, il frappe fort. C'est un mec violent. Le King of Strong Style, c'est pas pour rien. Il a entendu la cloche sonner. Il s'est rendu compte d'un seul coup qu'il avait perdu. Voilà, c'est pas n'importe qui ce Nakamura. Maintenant, quel est le futur de John Cena? Bonne question. La réponse, elle est apportée par l'arrivée de Baron Corbin, le Lone Wolf, sur une nouvelle musique. Alors, je sais pas s'il l'a depuis quelques semaines, peut-être, mais c'est. Non, apparemment, j'ai lu sur internet qu'il l'avait testé un peu en house show depuis entre vendredi dernier, SmackDown de la semaine dernière et cette semaine. Mhm. Donc c'est la première fois qu'il la sort en live. C'est la première fois qu'elle débarque en live. Je suis pas très convaincu. Elle est pas bon, c'est pas catastrophique, mais Ouais. je vois pas quel est l'intérêt de la changer. Donc Corbin débarque. Il explique à John Cena que John Cena devrait plutôt le respecter lui, Baron Corbin, puisqu'il a il est Mr. Money in the Bank. Il est le futur et il aura pas de problème à faire de John Cena le passé, à transformer John Cena en passé. Mais John Cena explique que comme ce qu'on voit dans des cartons, dans les gradins, Baron Corbin est ce qu'on appelle un feu de poubelle, c'est-à-dire que c'est sûrement pas lui le futur. Il est à la fois maigre et grassouillé. Il propose tout simplement à Corbin de l'affronter ce soir. Mais pour Baron Corbin, il n'y a pas d'intérêt. Il a le contrat Money in the Bank. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Et là, il essaie de rentrer dans les coulisses. Voilà, il a fait son petit speech. Mais Daniel Bryan débarque. La musique de la chevauchée des Valkyries qui retentit. La foule est en feu. Et Daniel Bryan, il vient nous annoncer que pour SummerSlam, le match est booké. Baron Corbin affrontera John Cena. Voilà un nouveau match qui s'ajoute à l'affiche de SummerSlam. Qu'est-ce que tu as pensé de ce début de show, mon bon Giscal? Plutôt du bien parce qu'il y avait Sina dedans, donc forcément j'ai plutôt bien apprécié. Non, j'ai bien aimé la façon en fait dont il a mis over Nakamura. Je trouvais que c'était pas mal et ça colle un peu à son nouveau, enfin nouvel ancien personnage, on va dire. C'est un peu bizarre, mais depuis que Sina est revenu, voilà, il la joue à fond, Super Sina, un peu troll sur les bords et tout. Et Mhm. je trouve ça drôle, sa façon qu'il a d'assumer complètement ce côté-là. Et du coup, il l'utilise pour mettre over ses adversaires. Et donc, c'était marrant de l'entendre dire, ouais, je pensais que c'était dans la poche, je me voyais déjà à SummerSlam. Du coup, c'était plutôt bien vu et amusant. Donc c'était pas mal. Et puis bah après l'arrivée du Baron. Alors moi j'avais pas trop suivi sur le network ou sur YouTube ce qui avait pu se passer après SmackDown, donc je savais pas qu'il y avait eu une agression comme ça. C'était Euh, uniquement un house show, C'était pas passé sur les ondes.
Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'était donc petite surprise. Bon, bah, au final, on arrive à cette rivalité que moi je pressentais depuis un moment, mais je pensais que ce serait pour le titre parce que je voyais bien depuis un bon bout de temps Cena prendre la ceinture à SummerSlam et se faire cacher dessus par Baron Corbin. Bah, finalement, ce sera une feud sans ceinture. Écoute, why not? Moi, je pense qu'ils peuvent bien bosser ensemble. Baron Corbin, ça va lui faire du bien dans le ring de travailler avec un mec comme John Cena. J'ai trouvé la petite promo, les petites punchlines de Baron Corbin pas trop mal. Ça peut être un de ses points faibles, un peu le micro, et j'ai trouvé qu'il avait été plutôt convaincant. En plus, il avait une partition assez facile à jouer. C'est vrai que ça coulait de source un petit peu le fait, bah écoute, j'ai pas besoin de te combattre, j'ai la mallette, je t'emmerde, va te faire voir et patati patata. Donc ça marchait bien, le public était bien dedans. Donc somme toute, une bonne petite intro qui hype pour SummerSlam et qui book un peu à la suite. Mm. Ouais, bah de toute façon, toujours John Cena en force, hein, qui maîtrise son sujet, même si moi je trouve que c'est Oui. un peu redondant cette manière qu'a la WWE de toujours utiliser un peu ce qui se dit sur les internets au niveau de tout ce qui est Ouais. fan de catch pour en faire des promos, ça devient un petit peu systématique. J'aimerais bien voir des choses un peu plus surprenantes, quoi, parce que là ça commence à faire formule. Baron Corbin, effectivement, je pense que ça lui fera du bien de bosser avec John Cena. John Cena qui apparemment est plutôt sur le départ pour aller sur Raw, ce qui expliquerait Mhm. un peu pourquoi il n'est pas monté au créneau jusqu'à la ceinture pour affronter Mahal. Voilà, mais en tout cas, bon, ça nous annonce une belle petite rivalité qui, je pense, effectivement fera du bien à ce bon vieux baron Mhm. et puis qui devrait voilà, occuper John Cena le temps qu'il faut. Donc bah, on verra ça à SummerSlam, hein, cet affrontement. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous sortir un grand match? Je n'en doute pas trop. Alors, on annonce pour ce soir un grudge match entre Orton et versus Mahal. Enfin, Ouais. entre Orton et Mahal, pardon. Ouais. What the fuck is a grudge match? Je ne sais pas. Ouais. On verra. En fin d'émission, c'est le main event. Passons au tag team. Les Usos qui affrontent ce soir une équipe nouvellement formée, Ty Dillinger et Sami Zayn. Alors peut-être formée pour l'occasion parce qu'on est à Toronto, les deux sont canadiens. Oui. Je Mhm. pense que Mhm. c'est un petit coup pour la soirée. Alors le match, un peu dominé par les Usos en début de partie. Il y a le hot tag de Dillinger qui se fait où il est en feu. Hein, Dillinger, il va à 100 à l'heure. Il termine son enchaînement de prise par un topé suicida qui est contré par un des Usos. Mais c'est Sami Zayn qui va s'élancer par-dessus les cordes et là ça touche sa cible. Ça se bagarre un peu à l'extérieur du ring, mais on arrive à envoyer Sami Zayn dans les barricades. C'est Ty Dillinger, l'homme légal. Il y a un blind tag qui se fait du côté des Usos. Et à partir de là, ben, les Samoans prennent l'avantage. Tequila Sunrise. Donc Dillinger est placé dans cette prise de soumission et est obligé de taper. Victoire des Usos après un petit match bien énergique. Une promo post-match des Usos. Promo post-match essoufflée. Hein. Ils ont un petit peu du mal à sortir ce qu'ils ont à Ouais. dire. Tout ça est interrompu heureusement par le New Day. La catchphrase de Big E. Big E qui débarque mais il est seul sous le Titantron. Les New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods débarquent par derrière. Ils assomment les Usos. Passage à tabac. On va sortir les chaises. Ça va être très très violent. Mais les Usos réussissent à s'échapper. Et ils sortirent dans les vestiaires. La rivalité qui s'intensifie entre les champions et les Samoans. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Giscard? J'ai pensé que c'était pas mal du tout. Alors le petit match, le petit match était très très agréable à suivre. Bon, c'est pas votre match de l'année, mais c'était plutôt fun et comme tu l'as dit, très énergique. J'ai trouvé que Sami Zayn et Ty Dillinger, sûrement portés par le fait de jouer à domicile, étaient ultra motivés et vraiment super intenses dans le ring. Donc ça a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, au passage, voilà, ils ont beau être pour le moment sur la case jobber, ces deux-là, il n'y a pas forcément de choses qui sont prévues pour eux. Quoi qu'il arrive, c'est bien joué. Enfin, c'est bien de la part de la WWE de s'être servi d'eux comme ça sur une étape locale au Canada
pour donner de l'exposition en live devant une foule qui était à fond pour eux. Ça fait toujours du bien de les garder un petit peu comme ça chauds. Donc c'était bien vu. Et puis bah écoute, bon après le résultat est très logique, hein. Une tag team de circonstances peut pas battre les Usos qui sont pareils eux aussi très très chauds. Et alors le segment post-match, moi j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça vachement bien parce que c'est vrai que on s'attendait un petit peu. Les Usos, d'ailleurs, c'est un peu l'histoire qu'on nous raconte. Les Usos pensaient s'être un petit peu débarrassés du New Day et se foutaient un peu de la gueule du New Day depuis 2 semaines parce que voilà, les New Day, c'est les arcs-en-ciel, c'est les licornes. Ils rigolent, mais bon, nous, on est des vrais durs, on les défonce et puis voilà. Et donc là, le fait de voir les New Day passer la vitesse supérieure et montrer une face d'eux qu'on connaissait pas forcément, hein, le côté je t'agresse par derrière et je sors les chaises et je vais te démolir. Du coup, ça prend tout le monde à contre-pied, ça prend les Usos à contre-pied, ça prend aussi le public un peu à contre-pied, parce que c'est vrai qu'on se disait, on s'attendait peut-être à voir une rivalité, les rappeurs thug du pénitencier contre les petits gars qui rigolent. En fait, non, pas du tout, ça va barder, et la troisième manche s'annonce beaucoup plus violente que les premières, donc c'est plutôt bien vu en termes de booking, et ça fait pas mal avancer pour SummerSlam, je trouve. Mhm. Ouais, peut-être que ça déboucherait sur un match sans disqualification entre les deux. Pourquoi pas? Mais effectivement, joli petit match. Ça fonctionne assez bien, Dillinger et Zen ensemble. Est-ce Hmm. que ça pourrait être une manière de les faire évoluer un petit peu dans le roster pour les mois qui viennent? Ça pourrait être Peut-être. intéressant, même si on attend mieux de Sami Zayn, forcément. Ouais. C'est mieux que. JBL au commentaire a teasé un petit peu le fait que c'est une équipe intéressante et tout, machin. En tout cas, sur cette soirée-là, ça a fonctionné. Je pense que ça peut fonctionner dans d'autres arénas. Euh, Maintenant, Oui. sur les New Day qui sortent les chaises, moi je trouve que ça a été un petit peu loin. Je veux bien qu'ils arrivent à tendre une embuscade aux Usos. Voilà, ça fait des babyface qui sont intelligents. C'est toujours mieux que des babyface crétins qui sont piégés à la moindre occasion. Mais de là à partir à sortir les chaises, je trouve que ça va un peu loin si derrière il n'y a pas une évolution dans la rivalité. Ça fait, parce que c'est quand même censé être les gentils. Les gentils vont pas chercher des chaises comme ça pour aller taper sur les Ouais, mais Usos. bon, ils se sont fait agresser en coulisses, Hmm. patati, ça peut se justifier. Déjà C'est vrai qu'ils que c'est sont à pas un 3 move contre très face. 2, ça fait- Oui, oui, ça c'est vrai. ça va un peu loin. Mais bon, c'est un peu le problème de la WWE qui a quand même toujours un peu même beaucoup de mal à bien booker correctement les babyface. Là, on a encore ce soir Ty Dillinger qui tape. Sur le long terme, c'est pas quelque chose de très judicieux, à mon avis. Euh, qui se fasse sonner, Oui, c'est vrai, c'est mieux. on en a pas parlé. Oui, c'est vrai. Le finish aurait peut-être été mieux sur un big splash ou un super kick. Voilà, Ouais. parce que ça, c'est des petites touches qui font que, effectivement, des mecs qui sont comme ça en devenir et qui sont plutôt placés babyface, si tu commences ta carrière en tapant à la moindre occasion, tu termines comme TJ Perkins, quoi. Voilà, plutôt efficace pour la soirée. Sur le long terme, j'ai un petit peu des doutes. Mais bon, on a deux équipes qui sont vraiment bien positionnées en haut de l'affiche là, entre les New Day et les Usos qui ont fait le seul bon match du dernier pay-per-view. Et voilà, on est assez rassuré là-dessus sur ce que ça va donner à SummerSlam, hein, de toute façon. Si Ouais. on leur donne le temps, hein, j'espère. Mais ça se bouscule, hein, sur la carte de SummerSlam. Ah ça se remplit bien Hmm. là. Ouais, Là, ouais. on est bien là. Voilà, allez, on avance un petit peu. On va dans les vestiaires. René Young interview Randy Orton, qui vient nous parler de l'altercation donc de la semaine dernière face à Rousseff. Il explique que Rousseff était au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, il réclamait de la compétition, il avait peur de personne. Orton était dans les vestiaires et il lui a décidé de lui donner de quoi avoir peur. Et il va parler un petit peu du match de ce soir en expliquant que Jinder Mahal n'aura pas d'échappatoire puisque ce soir les frères Singh ne sont pas là. Donc ça devrait être la dérouillée pour Mahal. On y Hmm. reviendra en fin de show. Puisque là on a le gros morceau de l'émission, notre passage favori, Breezango, les Ah, Fashion Files, c'est la suite de Fashion Peaks, hein, la parodie de Twin Peaks. Alors on a Tyler Breeze qui est dans les bureaux
en train d'interviewer, de faire un interrogatoire avec The Ascension, hein, parce qu'ils étaient là la semaine dernière dans les rêves prémonitoires de Breezango, de Tyler Breeze en particulier. Alors, The Ascension, ils sont pas vraiment là pour résoudre le problème de la disparition de Fandango, parce qu'il y a des tartes gratuites. Donc ils sont venus chercher une tarte, c'est tout ce qu'ils veulent. Donc Tyler Breeze est pas très avancé, hein, il sait pas quoi tirer des rêves qu'il a eu la semaine dernière, de ces rêves prémonitoires où on voyait The Ascension verser du sirop d'érable sur des bûches. Euh, donc là, finalement, Fandango débarque dans un costume de marié des années 80, la cravate autour de la tête. Et il nous explique qu'il a été enlevé par des aliens apparemment, qu'il a réussi à s'échapper, que désormais il a des visions du futur. Alors Tyler Breeze lui dit il faut que tu me prouves ça, comment ça je te crois pas, tu peux pas avoir des visions du futur. Fandango il dit écoute, la prochaine personne qui passe la porte, ce sera lui, l'assassin de Tully, notre cheval. Et là il y a Arn Anderson qui débarque. Arn Anderson, des Four Horsemen, hein, en équipe avec Ric Flair et avec Tully Blanchard. Donc on lui demande écoute, c'est toi qui as tué Tully? Arn Anderson il dit oui, eh oui, c'est moi, parce que c'était moi le vrai cheval dans l'équipe. Hein? Parce qu'il s'appelait Tully Blanchard, etc. Et il dit je vais t'en dire bien plus, je prends ça avec moi, et il s'en va avec 2 donuts. Et en laissant Fandango et Tyler Breeze un peu circonspects, ils ont résolu l'histoire de la disparition du cheval. Alors on n'est pas plus avancé que ça. Euh, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Est-ce que c'est toujours aussi bon? Est-ce qu'on s'est Ouais, moi poilé? je trouve ça toujours aussi bon, tu l'as dit. Encore une fois, il y a plein de références. Le nom du cheval, finalement, on se rend compte 3 semaines plus tard que finalement, il l'avait choisi en référence aux Four Horsemen. À l'époque, j'avais pas compris. Puis quand tu vois Arn Anderson Hmm. arriver, tu te dis ah putain, ouais. Et donc à chaque fois, c'est toujours comme ça. C'est plein de petites choses. Encore sur leur tableau, il y avait plein de références. Il y avait, moi, j'ai cru voir une référence à South Park aussi, là, quand il nous dit qu'il a été enlevé par des aliens et qu'il a fait une blague. Enfin, il a dit que il était resté parce qu'on lui avait mis un anal probe. Alors, c'est un épisode de South Ouais, Park où, c'est le où premier Cartman se épisode de fait. South Park. Ouais. Tu as raison, c'est même le tout Hmm. premier épisode où Cartman se fait foutre une antenne parabolique là dans les fesses là. Hmm. Bon, bref. Donc toutes les phrases, c'est fou parce qu'en 10 minutes, même pas, ça dure jamais 10 minutes, ça dure genre 3-4 minutes, et toutes les phrases sont à décortiquer parce que c'est une multitude de références toujours, donc Hmm. c'est un vrai plaisir. Et puis The Ascension, ils ont l'air de bien se marrer, ils ont un petit rôle récurrent maintenant Ouais, dans, ils dans ont le trouvé show, leur donc place. toujours pour venir gratter un peu de bouffe ou des tickets de spectacle. Hmm. Un bon plan pour eux, pas Un pour bon se plan casser pour la eux. tête. Donc voilà, à défaut de catcher, en Hmm. tout cas, je pense qu'ils s'amusent bien. Donc moi, je continue à m'amuser aussi. Hmm. Alors, il n'y a plus du tout d'intrigue pour savoir quelle est Non, je pense l'équipe que qui c'est les a fini. agressés, mais voilà, ce sera notre rendez-vous chaque semaine où on va rigoler. Alors, je pense que ça finira par déboucher sur autre chose, mais ils ont dû abandonner les plans qu'ils avaient Ouais, depuis le ouais, départ. je pense aussi. Ouais. Et, voilà, ça débouchera forcément sur quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, voilà, on passe un bon moment avec ces fashion pics, fashion fights, etc. La suite au prochain numéro. Alors, maintenant, il faut passer à la division féminine. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas le On n'a choix. pas le choix. Ce soir, c'est Charlotte qui affronte Lana. Alors, on prend un peu plus sur cette histoire entre Lana et Tamina. En fait, Lana trouve que Tamina est une excellente catcheuse. C'est un peu son modèle. Mais elle veut être Tamina en plus glamour, en plus irrésistible. Alors là, Tamina, elle est à la fois heureuse et vexée. Donc après, on a un match horrible, juste horrible, entre Charlotte qui prend complètement à la rigolade, heureusement, le match. Hmm. Lana, elle sait pas du tout vendre, hein. Il y a des coups qui sont échangés. Elle réussit à mettre une baffe à Charlotte à un moment donné.
Il y a un tirage de slip qui se fait. Apparemment, le public était dans le dos de Charlotte, a eu une belle vue sur les fesses de la fille de Ric Flair, hein, et il remercie Lana. Hein, on entendait Thank you Lana pendant un bon moment. Et ça se termine par un big boot dans la face de Lana et figure 8. Voilà, victoire assez normale de Charlotte. On sera un peu plus tard dans les vestiaires avec encore une petite discussion entre Lana et Tamina, où Tamina explique que désormais Lana va devoir l'aider à avoir sa chance pour le titre, hein, puisque Lana elle a réussi grâce à sa volonté à avoir 3 title shots. Maintenant, il faut que ça fonctionne pour Tamina. Alors, on avait Lana qui commençait à se déshabiller dans les vestiaires, donc j'étais un petit peu content, mais ça s'est arrêté à une Ouais, genouillère, c'est un peu dommage. c'est ça. Mm. Y a quelque chose à sauver pour toi de tout ça ou pas du tout? Allez, cette semaine, j'y ai vu un tout petit peu plus d'intérêt. Alors malheureusement, tu l'as dit, Lana vend très très mal. Donc le match était pas terrible, voire nul. Mais c'est dommage parce que il y avait de l'idée en soi, sorte de squash un peu marrant de Charlotte qui prend Lana à la rigolade et qui la ridiculise et qui fait une démonstration de force et tout. Et puis en face, tu as une sorte de catcheuse qui veut qui est très limitée, mais qui veut absolument, enfin, qui s'aveugle elle-même par sa volonté enfin, d'être au niveau de Charlotte et compagnie et tout. Donc, tu as une sorte d'opposition de style qui pourrait être assez fun et qui a été plutôt bien racontée du côté de Charlotte. Qui était plutôt pas mauvaise, je trouve, dans son acting et tout, mais qui malheureusement s'est pas suivi d'effet du côté de Lana, qui est encore vraiment trop verte. Enfin, je sais pas si on peut dire verte, mais enfin, qui est vraiment pas bonne dans le ring. Euh, mais c'est dommage, j'ai trouvé, on va dire que cette semaine il y avait une petite idée, il y avait un début d'idée dans le développement du personnage de Lana, ce qui pourrait être intéressant, une sorte voilà de progression dans le temps, pour atteindre un bon niveau. Donc bon, je donnerais peut-être un point d'encouragement à cette petite tentative scénaristique, mais c'est vrai que ça se retranscrit pas très bien dans le ring après derrière. Hmm. C'est quand même assez désespérant de donner autant de temps d'antenne à Lana, hein. Et Mais Tamina, ouais, hein, ouais. je veux dire, c'est bien, il s'applique, mais il devrait s'appliquer sur d'autres trucs, hein. Ah oui, Là, oui, oui, ça, ça, ça aurait fonctionné mieux s'il y avait eu un squash en 2 minutes, quoi. Si Charlotte, moi je bah, m'attendais à c'est ce. c'est ce qui s'est Bah, passé, hein, et ça a duré 2 minutes. Hein. c'était quand même Mm. un peu long, moi je trouve, hein. Un big boot d'entrée de jeu, victoire de Charlotte, ça aurait fait le même effet, hein, je pense. Ouais, c'est-à-dire qu'elle s'était déjà pris ça 2 fois par Naomi il y a pas Ouais, longtemps. c'est pas grave, hein. Pourquoi pas? Mais parce que tu fais catcher comme ça à quelques minutes, il y a quand même moyen de blesser Charlotte, donc c'est Oui. pas l'idéal quand même, hein. Donc voilà, tout ça est assez désespérant, mais un petit point d'encouragement de la part de Giscal, c'est Ouais, déjà un tout bien. petit. Déjà, Ouais. voilà, un demi, allez, un demi-point. Allez, on passe à des choses plus sérieuses. Shane O'Mac qui arrive sous les vivas de la foule, très très populaire, le fils McMahon, le general manager de SmackDown, ou commissioner, je sais plus c'est quoi son poste, enfin c'est un des deux. C'est C'est commissioner, commissioner. commissioner, c'est ça. Donc toujours très bien habillé, toujours très beau, toujours très en forme. Il accueille Kevin Owens et AJ Styles, puisqu'il sera l'arbitre pour le match qui les oppose pour le titre US à SummerSlam. Alors on interview, voilà, il va faire l'interview des deux. Il pose des questions à Kevin Owens. Comment tu te sens pour le match? Kevin Owens, il a fait ses devoirs, il a été faire des recherches, il a la mémoire longue. Il rappelle le Montréal Screwjob. Il explique que voilà, c'est quand même pas pour avoir du fair play dans le match, ça va être difficile quand on a un McMahon qui joue les arbitres, parce qu'on se souvient de Bret Hart qui avait été baisé, voilà, hein, on va le dire en français, baisé à Montréal face à Shawn Michaels, hein, parce que la cloche avait sonné, c'est quelque chose de célèbre, alors que Bret Hart n'avait pas abandonné, on avait monté tout ça de toutes pièces, les guides, hein, parce que Bret Hart n'était pas du tout au courant de l'histoire. Alors là, la foule est à fond, hein, parce qu'on est à Toronto, on est au Canada. Bret Hart, c'est le héros local, c'est une légende, hein, toujours au Canada. La foule est complètement derrière Kevin Owens, mais Kevin Owens, il est calme tout de suite en disant, oui, bon, mais de toute façon, Bret Hart, il le méritait. Donc, voilà, tout le monde est calmé, il se fait huer. Il explique que, bon, les McMahon vont pas répéter ça sur une autre légende canadienne, hein, c'est-à-dire lui-même. Par contre,
comment croire que Shane O'Mac sera impartial avec AJ Styles vu leur passé et il va nous rechercher des images de l'altercation de AJ Styles qui avait tendu un piège il y a quelques mois à Shane McMahon dans le parking. Il avait explosé Shane McMahon sur une voiture, c'est super violent. Ouais. Voilà, donc il dit quand même, c'est pas tant pour moi que pour AJ Styles. Comment tu vas être impartial avec AJ? AJ Styles, lui, il n'est pas inquiet. Il fait confiance à personne de toute façon, puis surtout pas à un McMahon. Alors là, on va encore chercher des archives. Kevin Owens nous sort un Survivor Series, des extraits du Survivor Series de 1998, où là le passif de Shane en tant qu'arbitre joue vraiment contre lui, puisqu'on le voit dans un match qui oppose Stone Cold, Steve Austin à Mankind. Stone Cold fait un stunner sur Mankind, il va pour le tomber, Shane McMahon arrive, il est l'arbitre, il commence à taper, 1-2, il s'arrête, et il fait un double doigt d'honneur à Stone Cold. Voilà, il est là aussi, il peut vous pourrir les matchs, hein. Shane O'Mac, il y a un passif qui nous le rappelle. Bon, Shane McMahon, il explique que oui, d'accord, ouais, hein, si je veux interférer, j'interfère, mais c'est à vous de ne pas me donner de raison d'agir dans le match, et je serai un arbitre impartial. Là, le ton commence à monter. AJ Styles propose de faire le match ce soir. Il dit, puisque c'est si compliqué, bah, on se débarrasse de Shane, on n'attend pas SummerSlam, on s'affronte ce soir. Ça en vient aux mains. KO met un cheap shot à AJ. AJ répond avec un pelé kick, mais le pelé kick touche Shane O'Mac. Shane O'Mac qui est séché. Kevin Owens en profite pour s'enfuir. Il fait un joli salut de danseuse à la foule là. Et c'est lui qui ressort un petit peu gagnant de toute cette promotion. Toute cette promo plutôt. Giscal, convaincu par toute cette rivalité, tout ce passage là cette semaine? Convaincu. Alors, il y avait du bon, il y avait du très bon et il y avait du moins bon dans cette promo. Dans l'ensemble, c'était quand même un bon segment. Ça m'a bien mis la patate pour le match. J'ai trouvé surtout Kevin Owens excellent de A à Z dans ce segment. Mhm, Vraiment, il est vraiment très 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 fort au micro quand mhm. même. Et dès Il son est très, arrivée, hein, dès ses mimiques ouais, d'entrée là, tout de suite, il il est dégage très quelque à chose, hein. l'aise. Mhm. Ouais, ouais, il est vraiment très très à l'aise et par rapport aux deux autres, je trouvais qu'il les a vraiment éclipsés au micro assez sensiblement. Et la partition qu'on lui a donnée à réciter était vraiment très très marrante en plus parce que voilà, alors il joue à domicile, il est chez lui, mais alors il a le chic pour calmer tout le monde. Par deux Mhm. fois hein, le coup de Bret Hart et puis une deuxième fois après quand AJ Styles veut en venir aux mains et faire le match, il dit que non, on va faire ça dans une ville qui en vaut la peine, on va pas faire ça à Toronto, Mhm. il faut que le titre des États-Unis soit défendu aux États-Unis, on va pas faire ça dans une ville qui en vaut pas la peine et tout. Bon, toujours ces petites piques pas mal. Et puis alors le coup de sortir c'est très drôle quand il fait c'est fou tout ce qu'on peut trouver sur le WWE Network, Ouais. c'est dingue. Il fait une Et belle donc il pub te pour le sort network en même ouais, temps, donc hein. c'est une pub assez drôle je trouve pour le network, donc c'était plutôt bien fait. Et puis alors bah ouais, parce que de toute façon c'est vrai que c'est pas compliqué de trouver des extraits sur le network de Shane O'Mac qui fait de la merde dans des matchs officiels ou en tant qu'arbitre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde que de dire que Shane O'Mac c'est le parangon de l'équité et de la justice et tout. Donc voilà, je trouvais que c'était assez drôle. Un truc par contre que j'ai moins aimé, c'est pourtant ça partait bien. J'ai trouvé vachement bien que Kevin Owens ramène sur le tapis la feu de ultra violente qu'il y a pu avoir entre AJ Styles et Shane O'Mac. Et notamment ce segment qui, même moi, en le revoyant, putain, je me suis dit, mais je me souvenais pas à quel point ça avait été vénère quand même entre les deux, comment ça s'était lancé, le coup de l'envoyer dans le pare-brise et tout, c'était pas mal. Ça a été écarté d'un revers de main, là, genre AJ Styles qui a fait une petite moue. J'avais presque l'impression qu'il avait oublié son texte. À un moment, il fait oui, oui, bon, voilà, on va pas en faire une histoire et tout. Et hop, il enchaîne sur autre chose et tout. Ouais, je trouvais ça un peu naze. J'espère qu'ils en reparleront quand même jusqu'à SummerSlam, parce que c'est quand même un truc important de la rivalité à 3. Et puis sinon, après le finish du segment, j'ai pas trouvé ça excellent. Toujours le côté, oui, alors ok, AJ Styles a tapé sans faire exprès Shane McMahon.
Ouais, si tu fais des tensions d'un truc comme ça, c'est vraiment nous prendre pour des jambons quand même, parce que ça va, genre tout le monde sait qu'il a pas fait exprès, donc si c'est pour derrière la semaine prochaine que Shane McMahon soit tout vénère en disant oui, tu m'as mis un peu les kicks, t'es un enfoiré, nanana, ce serait vraiment du truc pour les moins de 10 ans là, donc j'espère qu'on partira pas là-dessus. Parce qu'il y a déjà suffisamment à faire dans leur passif respectif pour monter de la tension. Donc voilà, je préférerais qu'ils s'attardent plus sur ce qu'ils ont éclipsé plutôt que de jouer sur ce genre de truc un peu vu et revu. Ouais. Mais bon, sinon, super séquence, hein. Ouais, non, propre. C'est sûr que AJ Styles était un petit peu en dessous, enfin carrément en dessous de Kevin Owens, hein, il butait un petit peu sur ses mots, Ouais. c'était pas très, Mm. pas très judicieusement joué. Voilà, mais c'est bon. Du coup, on a une rivalité là qui est vraiment bien dense hein, autour de Ah ouais, cette ouais. US là avec trois parties impliquées. Il y a de l'historique derrière. Voilà, quand on prend le temps de monter des histoires, quand il y a des choses qui ont été travaillées avant, ça donne des trucs vachement denses comme ça qui sont vraiment intéressants. On espère qu'ils vont vraiment se lâcher les chevaux hein, à SummerSlam pour nous sortir le match qu'on attend depuis des mois là entre Kevin Owens et AJ Styles avec en plus Shane O'Mac qui est quand même en grande forme hein, moi je trouve. Donc voilà, tout ça est plutôt prometteur et c'était plutôt un angle réussi cette semaine. Bah, il fallait un petit peu les kicks pour le public, hein, parce qu'ils ne catchaient pas ce soir, là, AJ Styles et Kevin Owens, donc il fallait une petite démonstration des capacités d'AJ, même s'ils ont peut-être dû catcher en dark match, à mon avis. Oui. Euh, Allez, on avance un petit peu. Carmella affronte la championne Naomi. Naomi a le match en main. Je vous rappelle que Carmella est la détentrice du Money in the Bank contract. Euh, voilà, grosse domination de Naomi. Mais il y a une intervention out of nowhere d'un petit Gollum Ellsworth qui sort de sous le tablier du ring et qui fait chuter Naomi depuis le haut de la troisième corde. Carmella va enchaîner avec un super kick, enfin un super kick, un moyen kick, hein, un kick normal, dans la mâchoire de Naomi, qui est knock-out pour le compte. 1, 2, 3, victoire surprise de Carmella. On les retrouve dans les vestiaires, le petit couple. Natty Neidhart débarque, elle recommande à Carmella et Ellsworth ne pas se mêler de ses affaires à SummerSlam. Voilà, et bah, le couple Carmella Ellsworth, ils font semblant de pas comprendre hein, pourquoi tu voudrais qu'on interfère à SummerSlam, pourquoi t'as peur, tout ça en brandissant la mallette, hein. Petit clin d'œil. Mm. Voilà, Ellsworth explique aussi qu'il est là depuis 5 minutes et qu'il fait déjà trembler tout le vestiaire féminin. Et Natty Neidhart explique que si Carmella s'en mêle, elle va se retrouver avec le même menton que James Ellsworth. Voilà l'intrigue féminine autour de la ceinture. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, Tu ah, mon Dieu. as vomi dans ta bouche? C'est ça. Ouais. Non, oh là là, ouais, ouais. Tu vois, genre, j'ai mis des points d'encouragement pour Lana et Charlotte parce que je trouve qu'à la limite, ils essayent de faire un truc un peu plus original et tout, mais alors ça, oh putain. Euh, donc Naomi Carmella, c'était long, c'était chiant, c'était nul. En fait, tout le match avait pour but de nous faire revenir James Ellsworth. Donc Hmm. partant de ce principe-là, s'il vous plaît, faites-le en 2 minutes, quoi. Enfin, genre, parce que là, 7 minutes, je crois, de match. À part nous montrer que les deux ne catchent pas bien ensemble et que Carmella est quand même pas extraordinaire dans le ring, c'est plutôt contre-productif que l'inverse. Donc à la limite, faites le truc en 2 minutes, intervention de Ellsworth et puis on n'en parle plus. Donc ça c'est une première chose. Par contre après l'intervention d'Ellsworth, je trouvais ça pas mal parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié que ça faisait un mois qu'il avait été suspendu et que du coup bah ouais le voilà de retour cette Hmm. peste. Donc j'ai trouvé ça pour le coup c'était le seul truc un peu efficace du segment. C'est vrai que du coup j'ai putain mais ça y est il est revenu ce petit con et tout. Donc ça ok. Mais alors par contre donc il y a une chose, le match est trop long pour ce que ça veut accomplir. Il y a deux, le match est pas bon. Il y a trois,
il y a un truc, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, c'est probablement sur 411. Mais donc, Carmella vient de mettre KO la championne. Elle est de retour avec son sidekick qui l'aide à tout gagner. Et elle ne cache pas la mallette. Donc là, Ah ouais, c'est vrai que je n'avais pas incompré- pensé à ça. c'est incompréhensible. Mais parce qu'il C'est il faut incompréhensible. que la personne soit apte à catcher. Bah, Tu oui, oui, peux pas cacher bah normalement. oui, Mais oui, alors, non, mais c'est vrai ouais, que tu mais la tu la réveilles, relèves, mais ouais, non, tu mais la c'est sûr. réveilles, tu lui mets deux trois claques, c'est ce qui se fait tout le temps. À chaque fois qu'il y a un mec qui vient avec sa mallette, généralement c'est que le gars il est au sol, l'arbitre il lui met deux trois torgnoles, il dit vous êtes prêt à catcher, vous êtes prêt à catcher? Mhm. Et puis elle se serait relevée, ouais, je suis prête, je suis une ouf et tout, et voilà. Et donc là, incompréhensible, elle met Mhm. la championne KO et elle est à 2 contre 1, toute seule. Genre, et non, non, même pas un teasing, rien, genre rien du tout. Incompréhensible. Ouais, Donc ça, voilà, ça fait 3. Et 4, le segment derrière, alors là, mais au secours, quoi. Enfin, un des pires segments, je pense. Natalia est vraiment, mais nulle au micro. Les dialogues sont pourris, on a l'impression qu'elle a déjà peur, en fait, on a l'impression qu'elle a déjà peur de gagner le titre parce qu'elle risque de se faire cacher dessus par Carmella. Enfin, c'est nul, enfin non mais c'est nul. Enfin, là, je sais même plus quoi faire. Ça, de toute façon, je dis ça chaque semaine, j'ai l'impression. mhm. Donc voilà. Ouais, le degré zéro, hein, là, au niveau des filles, ouais, ouais, bah, il n'y a pas grand-chose à sauver. C'est dommage parce que je trouve que Naomi est plutôt convaincante en championne babyface. Mais Oh ouais, alors, si pourquoi? tu fais, voilà, si tu fais une semaine comme ça où elle se fait sécher par Carmella, puis comme tu dis, effectivement, hein, réflexion, c'est quand même super con de pas avoir caché la mallette. Bah oui, c'est super con. Voilà, ça n'a pas de Ah mais moi, sens. je me suis arraché les cheveux devant ma télé. Je fais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se barre tranquille. Ouais, voilà, bon, ben, comme quoi, des fois, ils savent pas ce qu'ils écrivent, hein, complètement. Ouais, Et là, ouais. ça se ressent. Ouais, bah écoute, hein, tout ça n'annonce pas du très bon pour SummerSlam. Tu vois, ils savent pas ce qu'ils écrivent et en même temps, je suis sûr que si c'était un mec ou une nana un peu plus maligne, un peu plus rodé, un peu plus avec Ouais, plus un catcheur aurait d'expérience, dit, mais oui, ça tient pas debout, le gars. tu vois, genre tout de suite il y a des réflexes comme un mec qui est comme Kevin Owens qui pue le catch quand il est autour du ring et tout Mhm. dans sa façon d'improviser avec le public et tout ça. Un mec comme ça, je suis sûr, même si on lui écrit mal son segment, il trouvera un moyen de montrer sa mallette ou de dire hop, 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 ou de faire une Mhm. petite mimique, et tout ne serait-ce que pour rebondir là-dessus. C'est là où tu vois aussi que Carmella, moi je l'aime bien, mais elle est sûrement encore un peu jeune aussi. Mhm. Et donc voilà, tu vois. Ouais, Mais oui, je pense qu'un mec c'est mal avec écrit. quelqu'un avec de l'expérience, un mec comme Kevin Owens, ce serait même pas passé à l'antenne, il aurait bloqué le Oui, truc d'entrée, il aurait dit attendez, ça oui, va non. pas, Alors, ils il auraient aurait réfléchi réécrit, 30 quoi. Ouais, secondes ouais, et puis tout à ils auraient fait. fait autre chose. Mais on sent quand même qu'il y a une partie des gens qui gèrent SmackDown qui sont pas bons là, hein, depuis quelques semaines. Quand tu Oui, vois des grosses erreurs comme ça, il y a quand même un problème d'écriture, hein. oui, c'est parce que pour moi c'est une grosse erreur, ça. C'est Ouais. ça, hein, il y a quand même des points où tu dis là, c'est pas, C'est grossier. c'est Ouais. grossier. Ouais, ouais. Donc il y a deux, trois personnes à virer, je pense, dans le staff qui gèrent SmackDown, hein. Autant je suis pas pour virer des catcheurs, autant les pseudo-scénaristes qu'ils ont, faut pas hésiter à les lourder quand ça fait de la merde comme ça, hein. On va enchaîner avec encore une grande idée, une interview de Nakamura par René Young parce qu'il est tellement bon au micro. Oui, il faut. Alors une interview très stylisée, hein, parce qu'il sort à peu près deux trois mots. Il donne son CV, il met un peu de pommade sur John Cena. Voilà, il n'y a pas grand-chose à tirer de tout ça. Tu as quelque chose à dire sur cette interview sans intérêt? Non, il faut éviter de le mettre dans des situations comme ça. Exactement. Ce n'est gagnant pour personne. Alors ils ont tout maquillé, hein, on le voit pas quand il parle, il y a des images, il y a de la musique par-dessus, mais bon, il y a autre chose à faire, hein. Donc on arrive au main event, Jinder Mahal contre Randy Orton, épisode 4. Alors c'est censé être un grudge match, mais on nous expliquera pas c'est quoi les règles, à moins que tu les aies entendues. Je pense que c'est un truc sans disqualification. D'accord. C'est une façon de présenter un ODQ, sachant que grudge, enfin, ça veut dire un peu vengeance en anglais. Donc voilà, c'est en mode pour solder,
pour solder leur histoire ou leur passé, quoi. Hmm. Donc, un peu un copier-coller des matchs qu'on a déjà eu entre Jinder Mahal et Orton. On va aller s'exploser sur la table des commentateurs. Orton envoie Mahal le dos en premier sur la table comme il sait si bien le faire. On monte, on va tenter un RKO sur la table des commentateurs, mais c'est esquivé par Mahal, c'est contré qui envoie Orton valser dans la Timekeeper Arena. Après la pub, on revient dans le ring. On a le match classique, Orton Mahal, vous l'avez déjà vu. Des close lines de la part de Randy Orton. Un high knee, un joli running high knee de Jinder Mahal sous les vivas de la foule. Il est porté par la foule, Mahal, puisque malgré qu'il soit censé être un Indien, il est quand même originaire du Canada, donc il y a le public derrière lui. Il va tenter le colosse sur Randy Orton, mais il est contré par un RKO out of nowhere. Un 2 et 3, victoire de Randy Orton qui vient de sécher le champion de la WWE. Mais le titre n'était pas en jeu ce soir, donc c'est une victoire simplement morale de Orton qui retourne au ring, qui retourne pardon au vestiaire tout doucement, le dos au Titantron. On attend l'arrivée de Rousseff, qui ne viendra pas. Seulement Orton se retourne au dernier moment pour passer sous le Titantron. Et là, il se mange ce super kick tant attendu de Rousseff. Mais c'est vraiment la dernière seconde de l'émission. Fondu au noir. L'émission est terminée. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event, Giskel? C'était pas terrible. Ouais, bon, c'était un copier-coller, tu l'as dit, de leur précédent match. C'était pas C'est mauvais, il pas était pas mauvais, mauvais ça ce match. fonctionne quand même entre eux dans le ring. Ouais. Moi, je trouve qu'ils catchent pas trop mal Mm. ensemble. Donc, c'était pas mauvais. C'était plutôt un main event très correct d'émission hebdomadaire. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi, mais je trouve on s'en foutait un petit peu de ce match parce qu'il arrive trop tard. Mm. Les catcheurs, les deux catcheurs sont passés à autre chose. D'un côté, Jinder, on connaît déjà son nouveau challenger. Orton, il avait disparu de la circulation. Enfin, depuis en 2 semaines, il avait émis aucune intention de revenir sur le nez de Jinder Mahal ou de reprendre la ceinture et tout. Donc pareil, il était passé à autre chose avec Rousseff. Donc en fait, on te propose un grudge match là. Donc voilà, ce grudge, ce sentiment de vengeance, un peu de pas vouloir solder les histoires du passé et tout. Donc voilà, c'est un peu pour dire bon bah voilà, après ce match, c'est terminé entre les deux. Ouais, mais le problème, c'est que dans la tête du public, c'est terminé depuis 2 semaines déjà. Orton s'est fait battre 3 fois. Il a manifestement pas émis le souhait de vouloir un autre title shot parce qu'il s'était fait scrouer. Bon bah du coup, ce match ne sert pas à grand chose. Si ce n'est de donner un peu une victoire de consolation à Randy Orton, ce qui pour moi n'est pas quelque chose de très habile parce que, écoute, Randy Orton a perdu la feud, il a perdu la feud, point. C'est terminé. Pourquoi toujours vouloir redonner une petite victoire comme ça à quelqu'un, surtout qu'en plus Jinder Mahal maintenant, bah, il est parti vers Nakamura. SummerSlam c'est dans 3 semaines. Je trouve ça un peu naze de faire perdre le champion clean comme ça, même si évidemment l'histoire c'est que ses sous-fifres sont pas là et on sait que Jinder Mahal sans ses sous-fifres c'est pas la même chose. Je trouve que en fait on n'accomplit rien avec ce match parce que la seule chose qu'on aurait pu accomplir c'est de dire que Randy Orton se venge, mais en fait on s'en fout parce que on est déjà passé à autre chose. Donc j'ai pas trouvé ça très intelligent d'un point de vue de booking de proposer ce match qui n'apporte rien à personne, je trouve. Mm. C'est le booking d'Orton, ça. Il faut lui redonner un petit peu de prestige aux dépens Ouais, du c'est champion. dommage. Ouais, mais ça c'est Randy Orton. Ouais. Bon, match assez propre, il n'y a pas à dire. Alors, Ouais, c'est propre. intervention, vraiment la dernière seconde de Rousseff. Alors, le fait que Orton gagne ce match-là, donc du coup, dans la rivalité, c'est un peu lui le gagnant. Il a eu sa revanche. Est-ce que ça va pas permettre à Rousseff peut-être de placer une victoire à SummerSlam? C'est ce que j'espère de tout ça.
Ah bah Si... ouais, moi j'y crois pas personnellement, hein, mais Hmm. pour moi ce genre de rivalité, ce que j'avais dit la semaine dernière avec Irem, c'est le genre de rivalité monté un petit peu de bric et de broc juste pour SummerSlam, c'est des 1 contre 1 un peu de prestige qu'on fait histoire de remplir la carte comme ça. Hmm. Moi, c'est typiquement le genre de match que je vois pour donner une victoire à Randy Orton gratos à SummerSlam. J'y crois pas trop. Après, c'est vrai que de se dire que cette semaine, Randy Orton a battu le champion, enfin, tu pourrais te dire que est-ce que c'est pas un moyen à plus ou moins long terme de dire que bah, si Rusev bat Randy Orton, il sera crédible derrière pour demander un title shot contre le champion après SummerSlam. Hmm. Peut-être. Moi, je suis toujours pas convaincu pour le moment. J'y crois pas trop, mais bon, oui, pourquoi pas, c'est vrai, Hmm. c'est vrai. Alors c'est marrant parce qu'à Saint-Louis, ils font perdre Randy Orton face à son public, et au Canada, ils font perdre Mahal contre son public. C'est marrant quand même. Oui, ça c'est un peu leur spécialité quand C'est même. vrai, ça devient récurrent. C'est un peu leur Ouais. spécialité. D'ailleurs, on m'a fait remarquer que du coup, la semaine prochaine, Raw était à Boston, je crois, et que du coup, il y avait un match important entre Sasha Banks et Nia Jax pour la place de number one contender. Je sais, mais bon, là, normalement, ça devrait pas arriver quand même. Putain merde, ils vont pas quand même envoyer Nia Jax à Non, SummerSlam. non, je pense pas. Mais c'est vrai que généralement, la WWE était spécialiste pour faire perdre Hmm. les favoris Ah à ouais, non, domicile. c'est pas possible. Non, non, tu me fais peur là, je vais trembler tout le week-end là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, ouais, non, bah voilà, donc un main event propre. On a fait le tour de l'émission. On arrive au mot de la fin. Donc un top, un flop, une note. Mon bon Giscal. Allez, et bah écoute, ma note, je vais mettre que 2,5 cette semaine, la moyenne. La moyenne parce qu'on a quand même eu toute une première moitié d'émission assez costaud. J'ai bien aimé l'intro, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec les équipes. Mm. Et puis bon bah Fashion Peaks toujours sympa. Mais le dernier tiers, voire la dernière moitié, je trouvais que ouais que l'émission était très faible. Encore une fois tirée par le bas, tirée vers le bas par les femmes là. Et puis bah par ce main event qui pour moi est une petite erreur d'écriture, une nouvelle. Voilà, c'est vrai que SmackDown, en termes d'écriture, faiblit un petit peu. Donc je vais mettre 2,5. Pas du très bon catch non plus en plus cette semaine, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mon top, mon top, à qui je vais le donner? Je vais le donner à Kevin Owens. Kevin Owens qui a été, j'ai trouvé, excellent dans son segment et vraiment toujours très pertinent, très drôle, très caustique, très à l'aise avec le public, avec le micro, avec tout, avec son texte. Donc vraiment bravo. Et le flop, je vais le donner, même si c'est pas de sa faute, je vais le donner à Carmela pour vraiment le truc qui m'a fait me frapper la tête contre le mur là, le fait de pas Mm. avoir caché là. Et puis, mais bon, on pourrait étendre ce flop à l'écriture, enfin au booker qui est en charge de d'écrire les segments féminins depuis 2 mois, 3 mois maintenant. Mais bon, cette fois, ce sera pour Carmela. Voilà. Allez, Carmela, flop de la semaine. Moi je vais mettre en top le segment tag team. Toutes les équipes, ils ont fait du très bon boulot cette semaine. C'était percutant le match et puis c'était sympa ces petits segments là avec les New Day. Tout le monde était réuni, une petite nouvelle équipe qui se crée, donc c'est plutôt prometteur pour la suite. Parce que tu as pris Kevin Owens, hein, sinon j'aurais donné le top à Kevin Oui. Owens, évidemment. Mm. Le flop, je vais le donner à Lana, qu'il faut vraiment qu'elle retourne au poste de manager de Rousseff. C'est là qu'est sa place. Il faut arrêter de donner du temps d'antenne à toute cette histoire. Et la note, je vais mettre comme toi, un 2,5. C'était moyen. Je me suis pas ennuyé, mais c'était Ouais, pas. c'est- un épisode dispensable, on va c'est dire. ça, c'est ça. Puis il y a Ouais. quelques idées scénaristiques quand même qui sont pas judicieuses du tout et d'autres qui sont plus judicieuses. Donc ça fait une moyenne. Voilà, c'était le SmackDown du 8 août. Yes. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, sur iTunes pour avoir tous les podcasts dès que c'est édité, partout sur toutes les plateformes que vous utilisez. Mon bon Giscal, merci d'être venu.
Bon, écoute, merci à toi, Ringside. Encore une fois, un remplacement de qualité. Ah, je te remercie, mais c'est toujours un plaisir, toujours motivant de venir travailler avec toi. Voilà, j'espère que l'émission vous a plu. Donc, bah, vous serez informé si vous êtes abonné de tout ce qui sort. Je vous rappelle que c'est gratos. Et pour le reste, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Allez, ciao, ciao.